Bonjour à toi, cher spectateur, qui doit aller vite, très vite, gotta go fast. Et parlons donc du troisième volet d'une saga qui, franchement, sur le papier était partie avec les pires intentions du monde et semble remonter la pente. Puisqu'on va parler aujourd'hui de Sonic 3, toujours réalisé par Jeff Fowler. L'histoire. Comment la résumer simplement? Dans une base sombre dans les mers du Japon, dans un conteneur plein d'eau, il y a une créature étrange. Cette créature, c'est Shadow. Et Shadow va se libérer. Shadow va avoir un objectif, se venger. Et au milieu de tout ça, il y a Sonic qui fête son anniversaire avec ses parents. Et en fait, il est appelé pour arrêter Shadow. C'est littéralement ça quand même le début du film. Hein. Oui, le début. Oui, oui c'est vraiment ça. Après, bien évidemment, il y a plus de complexité, vous vous en doutez. Mais bon, c'est les prémices de son métrage. Et bien évidemment, Sonic n'est pas tout seul. Il est avec la team Sonic, Knuckles et Tail. Donc, c'est parti, mon kiki. Et pour en parler avec moi, avec qui d'autre je vais parler de Sonic, mon cher Renan? Personne. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Bon, je vais être sincère, à la base ça devait être Nosferatu qui devait être la dernière critique en duo, mais Hugo n'était pas dispo, donc je me suis dit, j'ai Renan qui a très envie de parler de Sonic, donc parlons de Sonic. Non, parce que honnêtement, en partant sur le papier, je sais que toi tu es un grand défenseur des films. Moi personnellement je fais partie de ceux qui ont trouvé le premier pas bon, genre vraiment pas bon, mais ça aurait pu être pire. Le deuxième sympa, mais c'est toujours pas ça, et donc j'attendais le 3 comme j'attends la fin de l'année, c'est-à-dire vivement l'année prochaine. Oui. Donc on partait quand même sur un postulat très fermé, mais on sait jamais, on peut être surpris, sachant que visiblement ils ont l'air d'avoir pour objectif d'apprendre de leurs erreurs, d'essayer de remonter la pente, de trouver des nouveaux moyens de à la fois coller à l'univers et en même temps de s'en émanciper pour créer une œuvre de cinéma. Enfin, fallait voir ce que Jeff Fowler et son équipe avaient en tête, fallait voir ce que ça allait donner comme moment de cinéma. Moi j'avoue que ma seule crainte c'était aussi d'avoir un Jim Carrey time, c'est-à-dire juste de voir Jim Carrey s'amuser avec lui 2 fois. Et je me suis dit, j'ai des Roland Eddie Murphy qui fait 4-5 rôles et où c'est vraiment la catastrophe. Donc je partais un peu défaitiste. Mais pour autant, le long métrage débarque. Mine de rien, il est bon de rappeler qu'il a mis une énorme tollée à Mufasa au box-office américain. Mais quand je dis une énorme tollée, c'est-à-dire que Mufasa a fait 30 millions, Sonic en a fait 60. Et il a fait la même chose le deuxième week-end d'exploit, là où Mufasa a fait pareil, mais toujours derrière Sonic. Ce qui, moi, me fascine parce que, voilà... Tout en ayant plus de salles. Et ça c'est beau. Et ça démontre bien que ça n'est pas le nombre de salles ou le personnage qui est à la tête de ton projet qui fait le film, c'est le film en lui-même. Bref, contexte placé, mon cher Renan, qu'as-tu pensé de ce Sonic 3e du nom? Eh ben, j'ai adoré. Voilà. C'est aussi simple que ça. Disons que on est devant le Sonic le plus fidèle aux jeux vidéo, là, clairement. C'est Sonic Adventure 2 en film, avec évidemment des libertés qui ont été prises pour coller aux 2 films précédents. Ouais. Mais on retrouve vraiment les moments clés. Alors, sans certains personnages, puisqu'on n'a pas Rouge on n'a pas Rouge, on n'a pas Amy. Oui. Pas encore. Pas encore. Mais donc du coup, ils ont adapté Sonic Adventure 2, mais de manière vachement respectueuse. Même en termes de personnalité, en termes de personnages, je trouve que tout prend une certaine maturité par rapport aux autres, aux précédents. Il y a quand même de l'humour un peu, voilà. Mais déjà, il n'y a pas de floss, il n'y a pas de blague de paix. Quoique si, je crois qu'il y en a une toute petite, mais... Oh mais elle est très légère, ça voilà. va, ça passe. Je trouve que franchement, ils ont beaucoup appris de leurs erreurs. En termes de rythme aussi, on a pu la grosse scène avec les humains qui sert à pas grand chose. En fait, déjà, dites-vous que le premier et le deuxième faisaient quasiment 2 heures. Là, on est sur 1h45. Ouais. Donc déjà, il y a un quart d'heure en moins, ce qui est bon à saluer tout de même. Oui, et puis ça passe à une vitesse folle, là, pour le coup. Alors je vais être moins enthousiaste que toi, mais peut-être parce que je suis moins impacté par Sonic. C'est sympa, disons déjà que pour être sincère, c'est le meilleur des 3 volets. Après, moi j'ai toujours d'énormes réserves sur la globalité du film qui je trouve est par moments vraiment... en fait, c'est ce qui est dommage, et on va en parler quand on abordera l'écriture, mais pourquoi ça dure 1h50 ? Faites durer ça 1h20, 1h25, faites un truc hyper... encore une fois, tu vois, moi j'ai toujours en tête ça. J'ai beau avoir des réserves sur le film Super Mario Bros, il fait 1h15 sans le générique. Et au moins, t'as pas le temps de t'ennuyer.
Tu pourras faire des reproches au film ou des trucs comme ça, t'as pas le temps de t'ennuyer. Là, 1h50 pour moi c'est encore trop long, c'est... Il y a des moments où ça raconte pas grand chose. Je trouve que Jeff Fowler s'éclate beaucoup plus au niveau de la mise en scène. Je trouve qu'il y a vraiment des moments où il prend plaisir en fait à mettre en scène Sonic et la vitesse, et ça fait du bien. Après, il y a toujours des gros défauts. Je trouve que vraiment le film par moments abuse d'un comique de situation qui est maladroit et pas subtil. Mais encore une fois, faut se dire que déjà, ils ont un peu compris de leurs erreurs. Il y a beaucoup moins de scènes avec Tom, sa compagne et tous les autres personnages d'êtres humains qui sont vraiment par moments insupportables. Oui, ou alors ils sont présents dans la scène avec les personnages... En fait, ils servent la continuité dramatique. Ils ne sont pas un espèce de truc genre « Oh tiens, il y a un mariage et à côté il y a l'histoire de l'aventure de Sonic. Oh tiens, Sonic débarque dans la ville et du coup il y a un flic qui poursuit Sonic. » Au moins, là c'est vraiment Robotnik, Shadow, Sonic, Knuckles, Tail, point. Débrouillez-vous avec ça et on raconte vraiment une histoire autour de ça. Donc, au moins il y a ce respect-là que j'aurais pour le film. Mais ça fait très délire à la Alvin et Chipmunks à l'américaine, quoi. Moi, ça me gêne un peu, quoi. Il y a un peu de ça, mais après, honnêtement, je vais... Oui, en fait, je pense que je vais peut-être me mettre certains fans à dos en disant ça, mais je pense que c'est un film qui est fait plus pour les fans et les enfants, bien sûr. Parce que tu as des moments où effectivement en tant que fan tu es là, c'est trop bien, enfin tu vois, comme dans le 2 d'ailleurs, dans le 2 aussi on avait ces moments là, mais qui étaient beaucoup plus distillés entre les scènes inutiles. Là je trouve que franchement, finalement le seul personnage humain qui est mis en avant plus que les autres, c'est les deux Robotnik. Oui, c'est ça. Et heureusement ça fait quand même partie des personnages des jeux. Maintenant c'est vrai qu'effectivement quand j'y pense, il y a quelques traits d'humour avec les deux Robotnik qui sont qui traînent un peu en longueur. Oh, tu parles de cette scène de danse là? Il y a la scène de danse et puis même il y a le moment où ils se rencontrent la première fois, où du coup, mais comment c'est possible quitter machin, et ça se balance des punchlines pendant un bon moment, alors que bon bah voilà, ça aurait pu... Bon, il y a une blague méta aussi qui est... Ouais, alors ça par contre, tu vois, typiquement c'est le genre de truc, en sachant que le film est quand même avisé vraiment pour les enfants à la base, et certes pour les fans, mais quand même vraiment beaucoup pour les enfants, je me dis, mais les gamins, mais ils vont rien biter, oh là là. Voilà, les blagues méta, ouais, c'est... En fait, il y en a plusieurs en plus dans le film, les blagues méta. Non mais c'est à la mode, les blagues méta en ce moment, et perso, c'est une tendance que je commence à en avoir un peu marre, parce que tu vas voir un film aussi pour te projeter dans un univers, pas pour en sortir de l'univers. Pas pour en ressortir et pas pour qu'on soit là en train de te briser le quatrième mur. Quand c'est parti pris, genre un Deadpool ou un truc comme ça va. Ouais. Mais quand c'est comme ça, dans un... Je veux dire, même dans... On pourrait parler dans Mufasa aussi, il y en a plein des blagues méta où tu te dis, mais stop, quoi. Et du coup, bon, ça c'est peut-être le petit défaut du film, c'est dans certains traits d'humour. Sinon, ouais, enfin, clairement, quand t'es fan, tu comprends en fait que les gens qui font le film, ils ont un amour pour la licence, qui sont hyper respectueux. Donc ça, pour le coup, si vous êtes fan de Sonic, vous allez vraiment kiffer. Et je confirme, c'est le meilleur des trois. Ouais. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Ouais. Donc, il y a le scénario développé par John Whittington, Josh Miller et Patrick Casey, qui avaient déjà bossé sur les deux précédents. En soi, moi je vais pas avoir non plus 10 000 trucs à dire. Je trouve que l'écriture, il y a de l'épure par rapport aux deux précédents films. Il y a moins d'esbrouf, il y a moins ce côté un peu irritant qui est de vouloir absolument prendre un personnage de jeu vidéo ou prendre un personnage fictif et le mêler à une culture américaine qui est parfois un peu énervante en fait, et qui peut donner lieu à des films comme le 1 où je trouve vraiment on a pris Sonic mais on le met dans un univers d'êtres humains, et moi c'est m'énerve, ça fait le même effet que les Schtroumpfs, ça me fait le même effet que les Alvin et les Chipmunks. Ouais. Donc déjà ils ont un peu plus réduit ça. Pour autant, moi je trouve que dans l'ensemble la dramaturgie elle est très limitée. On sent que le film, certes, il est bourré de clins d'œil, de références, et que la structure dramatique de base est pas trop mal foutue, je trouve, par rapport au 1 et au 2, dans le sens où il y a une vraie envie de vouloir plonger le spectateur dans un univers où il y a des dilemmes de Sonic et des personnages de Sonic, et que les êtres humains sont au milieu, ce qui pour le coup moi je trouve est plutôt cool. Après il y a encore une fois cette idée d'avoir le grand-père du docteur Robotnik qui se pointe, qui va amener un peu plus de background et qui va permettre de donner un certain relief par rapport à Shadow et par rapport à son histoire, donc pourquoi pas. Après moi je trouve pas ça ouf non plus, quoi. En fait c'est sympa, mais je trouve vite que ça devient... En fait, moi, tu sais ce qui m'a le plus énervé dans le film, je crois, c'est les dialogues.
Je trouve les dialogues vraiment pas bons par moment. À base de vannes qui sortent un peu de nulle part, Oui. de punchlines qui rebondissent sur l'instant, par exemple, Shadow. Alors, il y a un point pour le coup au niveau dialogue qui m'a beaucoup plu, c'est que Shadow pour le coup il est vraiment maintenu dans ce côté dark edgy qui a toujours un peu amusé tout le monde, c'est-à-dire que vraiment Shadow il est tout le temps glauque, il est noir, il a des phrases sombres, Ouais, mais il a une moto, elle est noire, et il a un flingue et il est noir. j'ai trouvé que c'était mieux foutu dans le film que dans les jeux, pour le coup. Ah bah oui, dans les jeux c'était même, dans un les aspect, jeux, c'était même un aspect de moquerie pendant de toute pendant un façon, temps. dans les jeux, c'est pas compliqué. Shadow n'existe que parce que dans les années 2000, c'était la mode de faire le double maléfique du personnage principal. Il y a eu un jeu, non, en plus Shadow Il y a eu Solo, un jeu Shadow et qui est considéré comme une daube. une grosse bouse. Une grosse daube, oui. Non, mais oui. Enfin, moi je considère ça comme une grosse bouse. Il y a plein de gens. Je crois que la majorité des gens le considèrent considèrent comme très mauvais parce que déjà je crois qu'il a un gameplay qui est assez foireux et qu'au-delà de ça il y a vraiment le côté osciller entre on va vite puis flingue puis moto. non, enfin, c'est ridicule. En fait, ils voulaient faire un jeu un peu plus mature et puis bon, au final, ça. Voilà. Enfin, voilà. C'est Non, mais tellement c'est à over the l'image top du que ça l'est personnage. plus du tout, quoi. Mais là, dans le film, je trouve que au contraire, ils ont réussi à faire de Shadow un personnage qui a un peu de relief, qui a un peu qui a des dilemmes intérieurs, etc., qui sont beaucoup mieux amenés. Qui fait apparaître des motos. Alors moi c'est un truc Alors qui oui, m'a il fait- complètement sorti du ça, film j'ai au pas début. compris la moto non plus. Ça m'a buté. Je me suis dit alors soit il manque un bout de scène, soit ils sont foirés au niveau de l'écriture, mais Bon, c'est peut-être un problème de raccord. je sais pas, mais honnêtement, il y a une moto qui apparaît de nulle part. Et c'est à mourir de rire, hein, honnêtement, quand on est dans le film et que... En plus, franchement, les 20 premières minutes, je trouve que ça fait partie des trucs les plus cool en fait qu'a le film, parce que la très bonne idée qu'a le script, c'est de se dire, en 20 minutes, faudrait qu'on essaye de se débarrasser du côté humain chiant du 1 et du 2. Ouais. Faudrait qu'on essaye d'amener un contexte où Shadow, il a quand même un peu de relief pour qu'ensuite la scène d'action arrive, et les personnages débarquent dedans. Et honnêtement, les 20 premières minutes, bah, je crois que c'est d'ailleurs ce qui a servi à toute la campagne de pub au niveau bande-annonce du film. C'est super bien foutu. Et il y a ce moment qui arrive à la fin de cette scène où Shadow a une moto. Et où t'as aucune explication. Parce qu'il est arrivé de nulle part, il s'est échappé d'un centre, il n'a pas récupéré de matos, mais ma moto. Alors après, J'ai ils pas sont d'explication. en plein Shibuya, donc peut-être, il manque un plan où en fait il ramasse non. la moto, je sais pas. C'est sa moto, ça se voit à 10 km, elle n'est pas adaptée pour un être humain, sa Oui, moto. c'est pas Elle faux. n'est pas adaptée. Bon, bref. C'est pas faux. Ça, c'est un détail. Mais c'est pour moi les petites maladresses et on va dire, les facilités d'écriture qui se ressentent dans le film, c'est que par moment, on doit amener des personnages à un endroit et je sens que les scénaristes ont du mal, en fait. Mais je ressentais déjà un petit peu ça dans le 2 plus que dans le 1, où le 1, vu qu'on était cloisonné à la ville de Green Hill, il y avait ce côté enfermement. Dans le 2, j'avais déjà cette impression que par moment, on sentait que les personnages, tu sais, c'était un peu forcé, ils doivent aller à tel endroit, donc faut trouver un moyen de les rebalancer à tel endroit. Donc par exemple, le personnage va se retrouver à se téléporter un peu de nulle part. Et je trouve qu'il y a à nouveau ce problème ici, même si c'est moins violent ou moins flagrant, mais il y a des moments où vraiment je trouve que les personnages ils doivent aller de lieu en lieu. Et il y a une espèce de forcing qui est pas du tout subtil et qui donne cette impression que c'est genre ah bah on prend les personnages puis ils doivent aller là. Et puis par exemple, Shadow à un moment, il supposait être dans le vaisseau de Robotnik qui est dans la Tamise. Ils se font attaquer. Je sais bien que Shadow a un pouvoir de TP, mais ça aurait été bien de justifier comment il fait pour à nouveau se téléporter dans le centre du gun. Tu vois, par exemple, c'est un truc tout bête. Et je trouve qu'il y a plein de petits trucs comme ça. Tout du long du film, on a l'impression que les personnages sont soit téléportés, soit amenés de manière très abrupte dans un lieu pour servir justement la continuité dramatique. Et ça me gêne un petit peu. Oui, après c'est le même problème dans le. Je vais t'avouer qu'il y a le même problème dans le jeu, à part que effectivement entre les deux t'as un niveau qui est jouable en général, mais bien souvent c'était un peu pareil dans Sonic Adventure 2 où t'allais d'un lieu à un autre sans aucun lien particulier entre les deux. Genre à un moment tu te retrouves dans une pyramide égyptienne qui sert de base à Robotnik, mais il n'y a pas eu de transition avant pour te. Donc c'est un peu. Il y a des moments où c'est un peu comme ça. Bon, moi ça m'a pas particulièrement frappé parce que j'étais plus dans la fidélité à l'adaptation, enfin à l'original et tout ça, donc ça m'a pas. Puis c'est un truc qui se fait beaucoup quand même. Tu prends les Marvel par exemple souvent. Ah bah oui, mais c'est un problème quand même. Hein. Voilà, c'est un problème quand même. J'ai hein, pas dit que c'était justifié dans un autre contexte. Moi, Oui, je oui. suis le premier à défendre que si tu dois amener un personnage dans un lieu, il faut que ça soit justifié. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je trouve que Mais ici, c'est vrai que c'est une ça m'a pas particulièrement frappé sur le Mais moment encore parce une que j'étais peut-être pas concentré dessus. Mais encore une fois, parce que certainement tu es plus adepte que moi de l'univers, et surtout, encore une fois, t'as peut-être plus accroché aussi à certains éléments, et c'est là-dessus sur lequel je suis le premier à admettre que
j'ai pas grandi avec Sonic. J'aime beaucoup Sonic et j'ai joué à pas mal de jeux Sonic, mais j'ai moins grandi avec Sonic, je pense, que de la plupart des gens de ma génération. Et du coup, ça fait que moi, j'ai moins d'attache à ce personnage. Et sur ce genre de film, j'ai tendance à voir plus facilement les facilités et les maladresses que de m'attarder sur des clins d'œil, même si j'en ai vu certains et que vraiment j'étais en train de me dire, ah quand même, c'est bien foutu, ça, c'est vraiment bien amené. Certes, c'est pas facile de l'amener dans un contexte de film comme ça. C'est-à-dire que ça serait un film d'animation 100% assumé, ça serait plus facile, mais l'amener dans un contexte de film live avec des vrais acteurs à côté, tu te dis, ah, on sent que les gars, ils sont quand même vraiment passionnés par ce personnage-là et qu'ils ont envie de bien le porter, quoi. Ça se sent tout au long du film, ça. Et du coup, on peut pas trop en vouloir à ces trois scénaristes de mettre des maladresses au milieu, parce qu'à mon avis, encore une fois, il y a des contraintes d'écriture qu'ils ont dû avoir dès le départ, et je pense qu'au fur et à mesure, ils arrivent à se débarrasser de certains éléments pour construire un film qui ressemble de plus en plus à vraiment une adaptation de Sonic, et pas Sonic dans un univers à l'américaine. Oui, et puis on sent de toute façon au fil du film qu'ils essaient de se débarrasser petit à petit du contexte humain, même s'il reste quand même entre il reste quand même là, mais déjà il suffit de voir la deuxième partie du film, voilà, ils essaient de s'en débarrasser un petit peu, de manière à ce que probablement dans les prochains épisodes, ils puissent s'en éloigner et puis rester vraiment dans l'univers de Sonic. En fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que avec le premier, ils ont ressenti cette espèce de besoin de foutre Sonic dans le monde humain pour X ou Y raison. Dans le 2, ils ont essayé de s'éloigner un peu, ils se sont rendus compte que ça marchait. Donc là, dans le 3, voilà. Et en fait, on transitionne vers probablement ce qui pourrait devenir... Peut-être qu'à un moment, la franchise va passer en animation, on n'en sait rien. Ah, complètement. Mais tout comme dans un certain contexte, moi j'étais le premier à avoir salué ça, mais les Schtroumpfs étaient passés de idées pourries avec Neil Patrick Harris dans New York, les Schtroumpfs qui débarquent là, à ah bah on oublie tout ça, on fait un film d'animation pur et dur, et j'avais été le premier à dire le film d'animation il est cool. Voilà, oui. Après peut-être qu'il y aura ça. Là je parle vraiment de transition vers potentiellement de l'animation, mais qui resterait dans le style... Mais encore une fois, peut-être qu'on peut imaginer un film Sonic dans l'avenir, genre un 4, où il y aurait que Robotnik qui représenterait les êtres humains, et derrière on se barrerait complètement dans un monde fictif sur une autre planète. Après, ils sont un peu embêtés parce que Jim Carrey est jamais sûr de reprendre Exactement. le rôle, et donc du coup ils sont obligés, dans le 2 ils ont fait pareil, ils sont obligés de faire en sorte que son destin soit un peu, on sait pas trop ce qu'il en est à la fin, pour pouvoir éventuellement le ramener... Ça, c'est une mécanique de jeu vidéo, et à la limite, c'est une mécanique que je trouve très drôle avec le personnage. Après c'est pas grave, mais c'est vrai que du coup ça se sent et ça pourrait devenir un gimmick de la série. Oui, c'est ça, complètement. Mais effectivement, du coup, on sait pas. Après, je me dis, vu ce qui se passe à la fin du film, je me dis, s'il change d'acteur dans le catch, c'est presque pas grave, parce que vu ce qui lui arrive. Oui, tout à fait. C'est pas trop grave. Faut par contre passer derrière Jim Carrey, ça va être. S'il y a un autre acteur, ça va être compliqué. Ouais. En termes de mise en scène, donc Jeff Fowler revient pour la 3e fois. Jeff Fowler qui démontre une vraie envie de vouloir se démarquer du 1 et du 2, je trouve, puisqu'il y a beaucoup plus de libertés esthétiques qui sont prises au travers de ce film. Et je trouve notamment que ça l'amuse beaucoup, je pense, de faire des belles scènes d'action bien stylées avec Sonic et Shadow. Ouais. Et ça se sent par moments, c'est vraiment bien fait. Il y a des vraies bonnes idées qui m'ont presque fait penser, dans un certain relief, à la manière avec laquelle sont mis en scène parfois les combats dans les DBZ au cinéma. Oui. Je sais pas si tu vois de quelle séquence je veux parler. Et pour le coup, c'est vraiment bien fait parce qu'il y a... De manière globale, je trouve le film loin d'être aussi catastrophique en termes d'esthétique et en tout cas de travail de la scénographie que ne l'était le 1 et le 2. Le 1, bon, je me mets à part parce que il y avait vraiment cette histoire du Sonic qui était moche, qui était devenu plus potable. Ouais. Il y avait toute l'esthétique qui était vraiment très américaine et qui faisait par moments un peu maladroite, avec notamment des combats en plein milieu de la ville de Green Hill où c'était pas ridicule, mais en tout cas c'était un peu bizarre. Dans le 2, ça avait déjà été un peu mis de côté, on se baladait un peu plus à l'international et il y avait surtout plein de séquences dans des temples ou des choses comme ça, ce qui apportait un plus indéniable à la mise en scène. Là, je trouve que il y a ce bon équilibre qui est fait entre scènes avec vraiment un travail de l'action, de la tension et surtout du graphisme qui sont bien faites. Et à côté, il y a vraiment des scènes où je trouve les décors se suffisent à eux-mêmes. Je trouve que cette scène en plein centre de Tokyo, ça fonctionne vraiment bien. Ah oui, ça fonctionne super. Bah, en fait, pour comparer les jeux, en fait, c'est une ville fictive.
Donc il n'y a pas de... Enfin, c'est une ville fictive, c'est San Francisco Mais ça, version fictive. c'est ça, ouais. Et dans les jeux, en fait, la rencontre avec Shadow se fait justement sur la carcasse d'un robot, d'un boss en fait qu'on vient de taper. Donc en fait, plutôt que de transposer ça dans une ville fictive ou un truc machin, ils se sont dit, bah, on est dans le monde des humains, on va transposer ça dans un truc qui ressemble. Et il nous faut un endroit qui soit vraiment très grand, qui puisse accueillir toute cette action-là. Et pour le coup, bah, Shibuya, ça marche super bien. Et puis ça permet aussi d'ancrer le côté un peu international du gun aussi, puisque dans le 2, on avait un peu l'impression que c'était une agence américaine. D'ailleurs, il y a une petite incohérence entre le 2 et le 3, mais bon. Euh, on avait l'impression que c'était une agence américaine, alors que bah, ils ont leur quartier général à Londres, ils ont une prison, une base secrète dans une prison à Tokyo, donc il y a, voilà, on sent que c'est plus planétaire que... Oh, ouais, tu sais, ça m'avait même pas choqué. Moi, j'étais Bah, en mode, moi, bon. ça m'a... Mais c'est vrai que dans le 2, c'est vrai qu'ils étaient vraiment très américains. C'était très américain. D'ailleurs, il y a la petite incohérence, c'est que bah, dans le 3, on a l'impression que le gun existe depuis des années, alors qu'ils nous disent qu'ils l'ont créé dans le 2 suite à l'arrivée de Sonic. Donc bon. Et en fait, ils l'ont créé avec l'arrivée de Shadow. Voilà, donc bon. Après, on peut trouver une explication à la Shield de Marvel qui s'appelait pas le Shield avant. Oui, enfin, c'est bon. ça, voilà. On pourrait s'amuser à triturer le truc dans tous les sens. Voilà, mais ouais. bref, là on quitte un peu la mise en scène. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est notamment à partir du moment où tu quittes le monde humain, où du coup il peut se lâcher avec sa caméra et faire un peu ce qu'il veut. C'est et, ça. Genre la séquence de combat, je dirais pas ce qui se passe, mais bon, moi j'étais scotché sur ma chaise en Bah, mode, la putain. scène de fin, j'imagine. Ouais, Oui, la scène oui, de climax, elle est incroyable. Ouais, Enfin, non, franchement, ouais. j'ai trouvé ça. Et puis pour le coup, elle multiplie les clins d'œil au jeu, mais sans que ça soit en mode, regardez. Tu vois. Ouais, non, mais Il y a- c'est la partie qui est cool. Ils prennent, je veux dire, il y a des moments de cinématique du jeu qui sont texto repris comme ça, mais sauf que bah, beaucoup plus jolis, puisque c'était sur Dreamcast à l'époque. Et d'ailleurs, du coup, je trouve que l'histoire de cette histoire est beaucoup plus agréable à suivre comme ça, parce que c'est vrai que les limitations techniques des consoles de l'époque faisaient que bon, c'était un peu mou. Là, alors si Sonic Adventure 2, c'était un peu mou. Les deux Sonic Adventure d'ailleurs. Mais bon, aujourd'hui, on peut profiter un peu de cette histoire-là de manière beaucoup plus intéressante. Et puis même, je veux dire, il y a le décor dans la station aussi. Le décor dans la station, c'est le même que dans le jeu. Oui, c'est vrai. Vraiment, j'étais là, j'ai fait putain, il y a un soin. C'est ça en fait qui m'a frappé, surtout quand j'ai regardé le film, c'est ce soin qui consiste à la fois à mêler le monde réel, parce que bah, ils n'ont pas le choix, ils ont commencé là-dessus, ils vont pas comme ça tout bazarder. Mais ce soin derrière d'arriver à rendre les choses vraiment beaucoup plus similaires, enfin beaucoup plus fidèles. Ouais, c'est ça. À Jouer la carte de la ressemblance avec le jeu pour Voilà. éviter de donner trop la sensation de se démarquer un petit peu trop finalement C'est ça. de ce qui avait été construit au travers du jeu vidéo. Enfin, c'est encore une fois le gros problème qu'on évoque au fur et à mesure des vidéos qu'on parcourt et au fur et à mesure des adaptations de jeux vidéo qu'il y a. C'est que de plus en plus, heureusement je pense, les auteurs aux commandes de ces projets sont des gens qui ont grandi avec les jeux vidéo. Jeff Fowler, c'est un cinéaste qui est pas si vieux que ça, donc c'est indéniable qu'il a dû grandir avec une manette entre les mains et qu'il a dû tâter Sonic au moins une ou deux fois. Et que pour le coup, Alors il a tâté plus que ça, Ah oui, puisqu'il j'imagine. travaillait dans la boîte qui faisait les cinématiques sur Shadow the Job d'ailleurs. eh bah tiens, Donc, comme quoi. donc, Non mais voilà, ça prouve qu'on commence à arriver sur une génération de cinéastes et d'auteurs qui comprennent le jeu vidéo et qui décident d'en faire des adaptations qui sont cohérentes par rapport à les attentes des spectateurs et les attentes aussi juste de ce que c'est qu'un jeu vidéo. Ouais. C'est pas uniquement on reprend l'histoire et on y met des mécaniques de jeux vidéo au cinéma comme ça pouvait être le cas dans pas mal d'adaptations de jeux vidéo dans les années 2000 où on avait des gros reproches à faire sur la manière avec laquelle étaient structurés les scénarios. Là on se retrouve avec des films qui tentent des choses, parfois c'est très maladroit comme cette idée de greffer Sonic avec des êtres humains, mais on trouve au fur et à mesure un certain équilibre et certains cinéastes comme Jeff Fowler arrivent au fur et à mesure à s'émanciper d'obligations de producteurs pour proposer des films qui cherchent vraiment à attraper le jeu vidéo et à faire bah regarde au cinéma ça va vraiment bien rendre parce qu'on a les moyens de faire en sorte que ça ait de la gueule et que ça ressemble pas à ce qui pourrait être considéré comme une bouillie de pixels. Voilà.
Et tu as bien fait de citer producteur parce que je pense que ça peut être le problème dans certaines adaptations. On va pas se mentir, Sonic au tout début, le problème c'était les producteurs, Ah oui, c'était pas clairement. les auteurs aux commandes, c'est les producteurs qui se sont dit vas-y, fais un Sonic humanoïde. Bah, justement, en fait, ils ont dû voir enfin, sauf Backlash, si ouais. ils ont dû voir le backlash, sauf si c'était volontaire, parce qu'on n'est toujours pas sûr de. Bon, moi je pense que c'était validé, hein, mais, Mais c'est en lançant la ils ont dû bande-annonce voir le qu'ils- backlash, et comme Jeff Fowler, lui, a travaillé sur les jeux Sonic, je pense qu'il est allé voir le producteur, il dit on peut pas rester, on peut pas laisser ça comme ça, c'est l'échec On total peut de pas la rester les franchise. bras croisés. Et je pense que du coup, les producteurs lui ont fait confiance, et bah, grand bien leur a pris, puisque bah, on est au 3e film, et c'est pas parti pour s'arrêter apparemment. Oh non, Donc, au vu du box-office américain, clairement pas. voilà, donc c'est bien parti. Je te propose qu'on passe au casting. Oui. Alors, chanceux que tu es, tu as pu le voir en VO. Moi j'ai eu la VF. Alors déjà j'ai lu tout de suite, Malik Bentala c'est pas non plus la catastrophe. Je pense que Ben Schwartz est bien meilleur en Sonic que ne l'est Malik Bentala. Je trouve la cohérence encore une fois plutôt logique parce que Ben Schwartz c'est un humoriste américain et on s'est dit en France, prenons un humoriste français, il passe pas trop mal. Et j'ai tout de suite ça, Emmanuel Curtil est toujours très très bien dans le rôle de Robotnik, il fonctionne très très bien, il arrive à apporter sa vraie patte et en même temps à se fondre dans la manière de jouer de Jim Carrey, donc non ça fonctionne très bien. Jim Carrey qui lui est toujours aussi excellent je trouve en Robotnik, on sent que ça l'amuse et vu que là il a une double dose. Bon, par moments, c'est un peu gênant, genre ces scènes de danse qui sont clairement un poil too much, mais si on aime l'acteur, il y a une certaine cohérence qui, je trouve, fonctionne bien. Et c'est là que je vais te laisser la parole, parce que je veux pas trop parler de James Marsden, qui rejoue un petit peu le même rôle, Tika Sumper, pareil, Lee Majjoub, c'est pareil, Kristen Ritter, à la limite, dans le rôle de la directrice Rockwell, qui est vraiment tertiaire. Oui, je m'attendais, quand j'ai vu sa participation, je m'attendais à ce qu'elle soit plus Présente, importante, mais et non, en fait, non. non. Non, non, clairement Pas pas. tant que ça. Maintenant, et puis elle est assez. J'ai pas envie de dire conne, mais bon. Ah, elle est un peu cruche, hein. Elle est un Si, peu tu peux le cruche, dire. ouais. Si, elle est un peu cruche. Euh, Et c'est là que je vais te laisser la parole, mon cher, puisque tu vas nous parler dans l'ordre de Ben Schwartz, de Keanu Reeves, de Idris Elba et de Colin O'Shaughnessy. Alors, je vais commencer par Colin O'Shaughnessy, puisque je la connais depuis longtemps, étant donné qu'elle fait la voix de Tails depuis Sonic X, je crois. Donc, pour le coup, ça fait très longtemps qu'on l'entend dans tous les jeux vidéo. Enfin, pas en France, puisqu'on a depuis Sonic Génération, je crois, c'est Marie-Eugénie Maréchal Ça doit être ça, ouais. qui double Tails. Et c'est le cas dans le film d'ailleurs. Mais donc Colin O'Shaughnessy, on aurait pu se dire bon, elle double dans du jeu vidéo qui pas forcément, voilà, elle pourrait ne pas s'en sortir et aucun problème. Là, tu avais déjà salué sa performance, je crois, de Exactement, mémoire, dans aucun, quand on avait aucun parlé de problème Sonic dans le 2. 2. Idris Elba, il passe Idris toujours Elba, bien. il passe toujours bien. Et là, pour le coup, c'est Keanu Reeves qui clairement. Au début, j'avais un petit peu peur parce que sur les quelques répliques qu'il a dans la bande-annonce, on reconnaît un peu beaucoup quand même Keanu Reeves. J'avais peur que l'acteur s'efface pas suffisamment derrière le personnage. Et puis en fait, dans le film, ça passe vraiment, vraiment super bien. Et il apporte ce relief qu'avait moins le personnage avec sa voix originale. Alors, je sais plus du tout qui c'est qui le double dans les jeux vidéo, me demandez pas. J'ai pas l'info, surtout qu'en plus il a dû changer de voix en cours de route. Mais il lui donne ce côté un peu. De toute façon, c'est Keanu Reeves, quoi. C'est un acteur qui est assez rodé. Voilà, donc. Et qui n'a pas fait si souvent que ça du doublage. Non. Donc ça peut être une vraie prise de risque parce que Keanu Reeves, c'est un très très grand acteur, mais on ne savait pas trop ce que ça allait donner en tant que doubleur. Oui, oui. Mais Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, moi, ce qui me fait vraiment marrer, c'est que Keanu Reeves, dès que Shadow avait été annoncé à la fin du 2, t'avais les fans qui disaient Keanu Reeves doit faire Shadow. Et du coup, en fait, on sent vraiment que Jeff Fowler et son équipe, ils lisent les forums et les trucs comme ça d'internet parce que ils ont foutu Keanu Reeves. Ils auraient pu mettre n'importe qui d'autre qui coûte moins cher, ils ont pris Keanu Reeves. Et on va pas leur en vouloir parce Et on que va c'est pas leur en stylé. vouloir parce que ça marche très bien. Concernant Ben Schwartz, bon bah moi je trouve que, et je suis désolé, il y a des fans qui vont me tuer, je trouve que c'est la meilleure voix de Sonic. En VO du moins. Ok. Je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Alors après c'est une version plus enfantine que ce qu'on peut avoir dans les jeux vidéo, mais je trouve qu'il s'en sort vraiment bien et même dans les moments où il doit mettre un peu d'émotion, ça marche vachement bien.
C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu le voir en VF, parce que bon, peut-être qu'il s'en sort mieux que dans les deux premiers, mais Malik Bentala, j'arrive pas en Sonic, c'est vraiment... Le premier c'était pas ouf, le 2 déjà je trouvais que c'était un peu plus équilibré, et le 3 je trouve que là, vu qu'il a moins de répliques un petit peu hors de contexte, qui sont vraiment par moments catastrophiques, ça fait qu'on se laisse mieux immerger dans la peau du personnage, et je trouve que Bentala essaye vraiment de s'investir pour faire en sorte que le personnage ait une identité. C'est-à-dire qu'il arrive à se faire un petit peu oublier, il essaye vraiment de prendre une voix plus fluette, il essaye de jouer un peu plus sur l'immersion du perso, et c'est pas parfait, c'est toujours pas parfait, mais je trouve que vraiment avec le temps, il essaye de peaufiner le truc pour faire en sorte que ça ait plus de crédibilité, que ça soit moins prout-prout, blague et poète-poète. Hein. Ouais. Après, moi, c'est vrai que c'est vraiment son timbre de voix qui, je trouve qu'il colle pas beaucoup. Puis il est très opposé à Ben Schwartz. En fait, dans le même genre de timbre, je préfère de très loin la voix d'Olivier Corol qui faisait le Sonic dans les toutes premières séries d'animation, qui a une voix un peu plus grave et qui a une voix un petit peu plus impertinente que celle de Malik Bentala, qui fait trop lisse, je trouve. Et du coup, moi, c'est pour ça que je voulais absolument le voir en VO. Et franchement, c'est compliqué parce que j'ai dû regarder, il doit y avoir 13 cinémas dans toute la France qui diffusent en VO par jour. C'est un public de niche, hein, mine de rien, sur bah, ces films. En fait, je pense que c'est parce que c'est les vacances de Noël et que du coup, en plus, ça doit jouer. Hein. Donc peut-être qu'on aura plus de séances VO après, je sais pas. On verra bien. Ça dépend du succès du film, sûrement. Ouais. Mais voilà, moi j'ai insisté pour le voir en VO parce que voilà, moi de toute façon le premier m'a traumatisé. Je trouvais vraiment très mauvais le doublage du premier, donc bon, sauf Emmanuel Curtil qui est toujours excellent bien sûr, mais voilà. Et puis maintenant, c'est vrai que comme je regarde beaucoup de films en VO, je connais bien la voix de Jim Carrey, donc c'est pareil, je sors toujours un petit peu du film quand c'est pas la voix que j'ai l'habitude d'entendre. C'est comme Tom Hanks, j'adore Jean-Philippe puis Martin, mais maintenant je connais la voix de Tom Hanks par cœur, donc voilà. Donc là, non, moi je trouve que le casting vocal fonctionne hyper bien. J'ai très peur de ce qu'ils vont faire dans le 4 d'ailleurs par rapport au personnage. Inch'Allah, on va parce voir. Que j'aime pas pour le coup la voix dans les jeux vidéo, donc j'espère que ça va être mieux. Mais non, sinon le casting est plutôt bon et il n'y a pas de. D'ailleurs, pareil, le commandant Walters, là, le vieux, je trouve que dans les premiers il était très caricatural et là je trouve qu'il fonctionne mieux. Ouais. Après, c'est pas, il a un rôle il a un tout petit rôle, mais je trouve qu'il fonctionne mieux dans ce contexte-là. Moi, j'aime bien aussi l'idée d'avoir ramené Rachel et comment il s'appelle ? Je vois pas son nom. Rachel et son mec là. Ah oui. Mais d'une manière où c'est pas vraiment eux en fait, et du coup ça fait le petit raccord. Mais ça fait un petit raccord sans que ça s'éternise quoi. Voilà. Ouais. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Sonic 3 du coup ? Bah, je retiens que on a de la chance quand on est fan de Sonic d'avoir des gens qui tiennent à ce point la franchise. On peut pas en dire autant de certains autres. Alors peut-être aussi que la production de Paramount s'est dit bon, on va faire confiance au mec qui connaît plutôt que voilà. Parce que je pense à Borderlands qui s'est planté aussi. Et qui était pourtant pas si horrible voilà, que ça. Il y a beaucoup de films adaptés de jeux vidéo qui ont tendance à un petit peu... voilà. Bon, surtout dans les années 2000. Oui, c'est clair. Soyons clairs, mais je trouve qu'on a de la chance parce que c'est un peu Sonic qui a commencé à briser cette espèce de malédiction des adaptations de jeux en fait. Alors qu'il aurait pu être celui qui allait enterrer littéralement. Enterrer complètement. Et franchement, on est parti de loin. Et je l'avais dit aussi pour le 2, je crois. On partait de loin et on est arrivé à un moment où, pour le coup, c'est un bonbon pour n'importe quel fan de la franchise. Je dis pas que pour les autres, ça va être le film du siècle, parce que pour le coup, effectivement, c'est très référencé. Donc fatalement, si vous n'êtes pas fan de la franchise, vous pourriez vous emmerder. Mais quand t'es fan, c'est un kiff vraiment de regarder ce film-là. Et pourtant, je suis plus fan de la période classique de Sonic. Donc j'ai un peu plus pris mon pied sur le 2, qui fait beaucoup plus de références au classique que sur la période avec Shadow. Mais je dois reconnaître que le film s'en sort super bien. Il y a effectivement des défauts, des blagues un peu lourdes qui s'éternisent un petit peu, mais non, franchement, moi je suis très satisfait et j'ai hâte de le revoir, tu vois. Moi je suis plus réservé, mais peut-être parce que je suis moins impacté par l'univers, mais encore une fois c'est très américain.
Après, ça reste un peu plus équilibré. Pour moi, c'est clairement le meilleur des trois. Après, j'attends vraiment de voir s'ils vont continuer sur cette lancée avec le 4 et j'espère que ça va aller encore plus loin parce que dans ce cas-là, je pourrais vraiment potentiellement dire à ce moment-là que c'est réussi. Là, en tant que tel, je trouve ça moyen, mais moyen plus. Dans le sens où ça reste bien, mais il y a pour moi trop de maladresse qu'on voit. En fait, c'est vraiment l'amour de Jeff Fowler pour le personnage qui sauve en grande partie le film. Parce que si je devais m'attarder uniquement sur l'écriture, c'est vraiment pas ouf. Le casting, c'est bien, mais il y a encore des trucs à creuser. Disons que vraiment, le casting, c'est Jim Carrey qui le sauve, et après les doublages, ça dépend de l'approche qu'on a avec. Mais, voilà, c'est sympa. Suivez plus l'avis de Ronan si vous êtes fan. Après, ouais, faut vraiment aimer le perso, parce que sinon, ça va... En gros, voilà, mon avis, c'est si vous êtes fan. L'avis de Valentin, c'est si vous êtes cinéphile. Exactement. Pur et dur. Exactement. C'est un très bon équilibre que tu as trouvé dans nos deux paroles. Mais voilà, Sonic 3 de Jeff Fowler. Essayez, vous verrez bien si vous êtes convaincu. Voilà. Merci mon cher Renan. Bah merci à toi. Tu clôtures cette année de critique en duo. Ouais. Nous verrons quand est-ce que nous nous retrouverons l'année prochaine. Je crois qu'on est supposé voir une petite dame en bleu, blanc, rouge avec un peu de jaune sur elle qui mange une pomme. Oh oui. Si je ne dis pas de bêtises. Et je crois qu'on se retrouve aussi pour plein d'autres trucs parce que si j'ai bonne mémoire, il y a quand même 2-3 Pixar qui sortent cette année. Donc, Il y a du Pixar, il y a du remake Disney, il y a... on va être chargé. C'est chargé l'année On va être 2025. chargé 2025. On va bien se marrer. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Et donc, ouais, croisons les doigts pour Amy. Oui, moi j'ai peur de la voix qu'ils vont lui mettre et Et j'ai peur voilà. de ce qu'ils vont en faire. Parce que moi je la voulais pas dans les films, je me suis dit, putain, ça fait du bien de pas voir cette connasse.